Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Léo, dont la spécialité, c'est la fiscalité. Il accompagne les entrepreneurs à faire les meilleurs choix, principalement au sujet de la fiscalité, et il a aussi des compétences en comptabilité. L'échange a été très riche. Nous avons parlé de fiscalité, des dividendes de l'entrepreneur. Il nous a expliqué avec plus ou moins de tact que les simulations sur Google ne suffisent pas pour pouvoir faire les bons choix entrepreneuriaux. Et il nous a aussi parlé des dispositifs qui permettent d'aider les entrepreneurs qui se lancent. J'espère que cet épisode va te plaire. Pour ma part, j'ai réalisé que la fiscalité, c'est un sujet tellement riche et tellement vaste qu'il y aura toujours des choses à apprendre, toujours des choses à partager. Je te laisse là, ma money girl préférée. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Léo, bienvenue sur le podcast Vanessa Money Mindset. Je suis super contente de te recevoir sur cette chaîne pour parler de fiscalité. Donc en off, tu m'expliquais que tu n'es pas avocat fiscaliste, mais tu aides quand même les entrepreneurs à gérer leur fiscalité. Donc je t'invite à te présenter, à nous dire qui tu es, quel est ton parcours scolaire et professionnel, et après on démarre sur la fiscalité. Ok, en tout cas, enchanté tout le monde. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Bonjour à toi Vanessa. Alors moi, pour te faire un topo rapide, alors parce que j'aime beaucoup parler, mais je vais essayer de faire court. Moi, je viens du milieu de la comptabilité à la base. J'ai donc fait 5 ans d'études dans ce qui s'appelle un master CCA, c'est comptabilité, contrôle, audit. Et en fait, rien ne me prédestinait à devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais quand j'ai fini mon master, alors je l'ai fini il y a moins de 2 ans dans mon IAE, avant même de le finir, créer mon entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, je suis ce qui s'appelle consultant en fiscalité, ingénieur fiscal, fiscaliste, juriste en fiscalité, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait, en gros, moi, j'aide les entrepreneurs à faire plusieurs choix, que ce soit le choix du statut juridique, le choix de la rémunération, arbitrage, rémunération, dividende, que ce soit en SAS, en EURL, et je touche un peu aussi, bien sûr, au montage holding, même si aujourd'hui, je suis plus axé sur le choix du statut à titre principal dans une activité, et évidemment aussi la stratégie de rémunération, puisque mon objectif est d'économiser le plus d'argent aux entrepreneurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai fait un master compta finance, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus simple. J'ai créé mon entreprise en fin de master 1. Donc en fait, ça veut dire que j'étais déjà dans l'entrepreneuriat depuis la fin de mon master et même du coup 1 an avant. Et en fait, bien sûr, j'avais envie de faire l'expertise comptable. Enfin, j'étais face à un souci qui était vraiment un peu relou, c'était le fait de savoir que l'expert comptable, dans son chiffre d'affaires, il y a 90 voire 95% de compta. Alors, certains me diront bah non, c'est plus, et d'autres me diront d'autres c'est moins. Moi, j'ai fait mon expérience dans le sujet, j'ai fait plusieurs stages, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné. J'ai envie d'être honnête avec toi parce que moi, j'avais envie d'apporter de la valeur aux entrepreneurs et je suis pas convaincu que une chose obligatoire soit forcément de la valeur. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font du conseil et qui vendent leurs services en conseil en stratégie. Alors, par exemple, dans la vente, dans la création de contenu, etc. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est aussi mon travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai créé mon compte, je me suis dit, ah non, mais il manque un truc. Les entrepreneurs ne sont pas assez renseignés sur la fiscalité. À l'époque, il y avait très peu de comptes, voire pas du tout. En fait, je suis sûr qu'aujourd'hui, on a encore très peu de comptes qui parlent de fiscalité pour les entrepreneurs. Et en fait, moi, je cherchais aussi à être indépendant de mon côté, à entreprendre, à créer ma propre entreprise. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs sur ces sujets-là parce que je trouve ça hyper important et que eux-mêmes, au final, de par le fait qu'ils suivent mon compte, le fait qu'ils soient eux-mêmes confrontés, comme par toi, par exemple, qui est entrepreneur, tu es confronté à ces sujets-là et c'est ce qui fait que ils trouvent que c'est important et c'est totalement normal parce que c'est leur argent, en fait. Merci beaucoup pour cette présentation riche. Tu disais que tu as fait de la comptabilité et après, finalement, tu travailles plus sur la fiscalité. J'ai pas compris exactement quel était le problème, c'est-à-dire qu'il y a trop de comptabilité. Forcément, la comptabilité, c'est essentiel à notre économie, c'est essentiel à l'entrepreneuriat, c'est essentiel à la bonne structure de notre société, surtout en France, mais c'est pas ce qui, moi, m'intéressait. En fait, j'étais beaucoup plus proche d'une vision où j'étais avec l'entrepreneur, où j'étais au plus proche de lui. Et moi, dans mon cas, ça n'a pas été la voie que j'ai choisie parce que, du moins, je peux encore le faire, mais ça n'a pas été pour l'instant la voie que j'ai choisie parce que je me suis passionné du droit fiscal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'experts comptables et beaucoup de gens qui pouvaient répondre à cette problématique de comptabilité, mais très peu pouvaient répondre à cette problématique de fiscalité. Et même encore aujourd'hui, je veux dire, il y a très peu d'entrepreneurs qui sont bien conseillés de manière précise, parce que faut savoir que moi, je travaille avec des entrepreneurs qui principalement sont accompagnés des experts comptables, donc au moins 60 voire 70% de ma clientèle. Mais le problème, c'est que ils se sentent pas forcément accompagnés. Et donc moi, aujourd'hui, j'arrive et je leur dis, voilà, je peux vous aider à prendre la bonne décision
pour économiser de l'argent. On sait à quel point en France, on paye beaucoup d'impôts. Alors, payer ce qu'on doit, c'est d'accord, mais payer plus, c'est compliqué. Et vu le nombre de choix qu'on a à faire, il faut bien quelqu'un pour se charger de faire, on va dire, le travail. Ok, donc en fait, toi, tu fais un peu de vulgarisation sur la fiscalité et tu aides les entrepreneurs à faire des bons choix fiscaux, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, je fais pas que vulgariser. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je m'occupe de faire principalement des calculs. C'est-à-dire que quand on fait un choix, tout choix a des répercussions, surtout en fiscalité. Et donc, moi, mon objectif, à chaque fois, il est de prendre en compte le cas d'entrepreneur en lui disant, OK, qui es-tu? Que fais-tu? Et moi, je me charge de transcrire les règles qui sont, voilà, le code général des impôts, le code du commerce certaines fois, les traduire en chiffres selon eux, leur choix, et leur dire, voilà ce qui s'applique à vous. Voilà les différents choix que vous avez en face de vous pour entreprendre. Alors bien sûr, certains choix, il y a des sacrifices à faire, forcément, parce qu'en fait, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est qu'il y a toujours deux choix. Il y a le choix stratégique et le choix le moins cher. Et donc, dans ces choix-là, souvent, ou du moins, des fois, c'est le même choix. Donc, c'est-à-dire, quand on fait les calculs, on se rend compte que, le choix stratégique, c'est le choix le moins cher, mais des fois, c'est pas la même chose. Il y a des choix qui sont hyper stratégiques sur le long terme, mais qui ne sont pas le choix le moins cher. Donc, en fait, il faut comprendre l'essence même de pourquoi, déjà, choisir l'un ou l'autre et quelles sont les répercussions qui sont appliquées à nous, que ce soit en termes de protection sociale ou en termes de fiscalité en général, que ce soit la fiscalité personnelle. Parce que forcément, quand on parle de fiscalité entrepreneuriale, on parle aussi de fiscalité personnelle, impôt sur le revenu et cotisation sociale qui s'appliquent directement à l'entrepreneur lors de son exercice, de son activité en tant qu'entrepreneur. Donc du coup, j'ai remarqué en regardant ton travail sur Insta que tu as beaucoup parlé sur les dividendes. Tu fais partie des gens qui ne sont pas vraiment fans des dividendes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que justement, le fait de se payer en dividendes, c'est une idée très répandue dans l'entrepreneuriat que c'est la meilleure moyen de se rémunérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette problématique de dividendes et nous parler un petit peu des statuts qui vont avec? Alors, bien sûr, c'est pas que j'aime pas les dividendes. Encore une fois, il y a aussi une notion de se dire que ça je l'ai déjà dit aussi à mes prospects, souvent, et à mes clients également, que j'ai rien contre les dividendes. Forcément, il y a un côté où j'essaie d'être clivant, voilà, faut être visible, et ça passe par ça. Par contre, j'appuie toujours ce que je dis avec des chiffres. Et le constat, il est assez clair. Les entrepreneurs sont fans des dividendes. Et c'est pas problématique, sauf si tu veux payer le moins d'impôts possible. Dans le sens où, tout le monde dit, les dividendes, ça coûte 30%. On est d'accord, c'est ce que tout le monde dit, la flat tax, 30%, etc. J'ai pas trop envie de rentrer dans le côté un peu technique, sauf si tu veux par la suite, mais en fait, les dividendes, à la base, avec la flat tax, ne coûtent pas 30%. Déjà, pourquoi? Simplement parce qu'il y a quelque chose avant qui s'appelle l'impôt sur les sociétés. Et donc, pour se distribuer des dividendes, on génère de l'impôt sur les sociétés. Et donc, quand on dit que les dividendes coûtent 30%, en réalité, c'est faux. Les dividendes coûtent au minimum 40,5%. Alors, j'ai pas le chiffre en tête exact, je suis pas devant ma feuille Excel, je suis en train de te parler. Mais on est sur cet ordre de grandeur, et il faut savoir que 40,5%, ce n'est pas 30%. Et au-delà de ça, si on réfléchit, on se dit que j'avais fait une simulation sur mon Instagram il y a quelques temps, je sais plus exactement il y a combien de temps, qui comparait un 100% dividende vs une rémunération en EURL. Et le constat était clair, était de se dire que en EURL, on payait moins d'impôts. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, comme je le dis, il y a des a priori, il y a des facilités dans ce monde de la fiscalité. On dit souvent les dividendes c'est top, mais en fait, quand on pose les chiffres derrière, c'est pas la même chose. C'est pas tout le temps le mieux. Par contre, attention, chaque chose que je vais dire ici s'applique à certains cas. Dans l'hypothèse que j'avais fait sur ma publication Insta, j'avais pris quelqu'un qui touchait aucun autre revenu. Vous comprenez, en gros, j'avais pris un cas, pas forcément qui m'arrange, mais un cas qui montrait l'exemple, qui disait que voilà, si t'es entrepreneur classique, tu te verses 20 000 euros à la fin de l'année. Souvent, il vaut mieux le faire en rémunération gérance, en EURL, que simplement en dividende. Et au-delà de ça, il faut savoir que dividende n'apporte aucune protection sociale à l'entrepreneur, pas d'indemnité journalière maladie, pas de retraite, rien, alors que en EURL, tu payes des cotisations sociales ou en SASU, c'est-à-dire qu'il faut doser aussi en SASU, et donc tu as une protection sociale, évidemment qui est différente entre les deux statuts, mais qui est présente, quoi. Donc c'est pour dire que les dividendes, non, ce n'est pas la meilleure solution de rémunération, et la flat tax encore moins, parce que il a été, et il est facilement calculable de se dire que la flat tax de 30% est moins intéressante que l'autre option à une tranche d'imposition inférieure à un certain seuil. Voilà. J'en profite juste pour faire un warning, pour expliquer ce qu'est un dividende aux abonnés qui ne connaissent pas, parce que j'en ai pas mal qui
aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient lancer un side business mais qui ne sont pas encore passés à l'action. Donc le dividende, en fait, indépendamment du dividende que l'on perçoit quand on a investi dans des actions, c'est un moyen de rémunération que un créateur d'entreprise a, qui fait qu'il peut se rémunérer à un moment dans l'année en une fois. Est-ce que tu peux me corriger ou on est d'accord? Non, c'est totalement ça. Et c'est le même concept que investir dans une action dans la bourse. C'est exactement la même chose. Donc, t'investis de l'argent dans la bourse et en fonction du pourcentage que t'as de l'entreprise, ils te versent un dividende si le résultat est positif. Et s'ils ont envie de le faire aussi, parce qu'ils sont pas obligés. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu mets de l'argent dans ton entreprise, donc par exemple, t'es le seul détenteur de ton entreprise, ce qui fait du cas des entreprises unipersonnelles, comme par exemple la SASU. Tu investis de l'argent dans ta SASU, et donc si tu te distribues des dividendes, tu recevras 100% des dividendes en SASU. Alors ça peut être différent si par exemple ton père il a 10% et ta mère a 20%, donc là encore une fois ça va diviser le montant en fonction des parts que tu détiens de l'entreprise. Mais c'est exactement ça, en fait les dividendes interviennent après le calcul de l'impôt sur les sociétés et donc en fin d'année. Et il y a aussi ce point-là dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Les dividendes interviennent en général une fois par an, alors que la rémunération par exemple peut intervenir plusieurs fois. Et je doute que les entrepreneurs aujourd'hui, ou du moins la majorité des entrepreneurs, ont la possibilité de se rémunérer uniquement en dividendes de par le fait qu'ils ont besoin de vivre tous les mois parce qu'ils ont une famille à nourrir et qu'ils ont envie eux-mêmes de profiter un peu de la vie et de pas attendre la fin de l'année à chaque fois, de pouvoir profiter et de se dire ok là j'ai tant d'argent sur 12 mois et je calcule. C'est un peu compliqué. Moi, C'est pas réaliste. J'avais des collègues comme ça qui vivaient sur le salaire, c'était un couple, ils vivaient sur le salaire de madame et ils attendaient la fin de l'année pour que monsieur puisse se payer en dividendes. Mais moi j'aimerais bien voir si ces personnes-là ont fait des calculs. Encore une fois, parce que je veux dire, la fiscalité, il y a rien de magique. Si tu fais pas des calculs derrière pour justifier tes choix, t'as une chance sur deux de te faire embobiner, voire plus. En vrai, je dis une chance sur deux, mais t'as beaucoup plus en fait. Et ça se trouve, cet entrepreneur, je te jure que moi, je travaille avec des entrepreneurs, des fois, le constat, il est de, ok, ces gars-là se sont rémunérés de telle manière, alors je vais pas prendre le dividende, mais de telle manière pendant X temps, et en fait, il s'avère que depuis X temps, ils perdent de l'argent, et beaucoup d'argent à chaque fois. Non, et donc, en fait, j'espère que cette personne-là ne s'est pas basée juste sur le dire de les dividendes, c'est bien, pour se rémunérer, parce qu'il y a beaucoup de chances que cette personne-là, déjà, n'ait pas de protection sociale pour rien, doit attendre la fin de l'année pour manger et en plus il perd de l'argent. Enfin je veux dire à un moment faut poser les calculs tout simplement. Il y a pas de secret. Mais malheureusement et heureusement pour moi parce que forcément si tout le monde savait le faire, c'est que j'aurais pas de travail, c'est que c'est compliqué. Il y a énormément de choses à prendre en compte dont les revenus de la personne avec qui on vit, si on est marié ou pacsé évidemment parce que sinon c'est pas le cas. Donc voilà, tout simplement. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup travaillé sur la fiscalité du particulier, vraiment la fiscalité très, très simple. Et au fur et à mesure que je suis devenue c'est pas si simple, hein. Non, je dis moi, j'ai travaillé sur les éléments assez simples. Non, bien évidemment, à partir du moment où tu commences à complexifier, les revenus commencent à grossir, tu rajoutes un peu d'immobilier, ça y est, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais c'était vraiment pas sur ça que moi, j'avais concentré mon énergie. Et après, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai dû avoir un expert comptable. J'ai dû m'entourer d'un fiscaliste. Là, on réfléchit pour créer une holding. Je me suis dit, oula, ok, d'accord. ok, il faudrait que je mette de l'énergie pour pouvoir augmenter mes connaissances sur ces thématiques c'est important. plus complexes. Et c'est pour ça que ton compte, il m'était apparu comme une évidence. Je suis convaincu de me dire que peut-être la majorité des entrepreneurs qui font des simulations sur leur SAF se courent et encore une fois, également, le choix du statut ne dépend pas uniquement de l'impôt que tu vas payer. Moi, quand je travaille avec des entrepreneurs sur la fiscalité, alors bien sûr, on travaille sur la fiscalité, on travaille sur les impôts, on travaille sur les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. Mais il faut être conscient que il y a pas que l'impôt, il y a d'autres trucs. Est-ce que t'as besoin de la banque? Est-ce que t'as besoin de t'associer? Ça c'est des questions, peu importe le montant de l'impôt, il y a pas de questions à avoir si tu vas en micro et que t'as besoin de t'associer, hein. Enfin je veux dire et quand je travaille avec les entrepreneurs, on étudie ça. Et pareil, là aujourd'hui ou hier, j'ai fait une publication sur les exonérations territoriales qui sont par exemple la ZFANG, la zone AFR, tout ça. Je peux vous dire que j'ai travaillé avec bon nombre d'entrepreneurs, j'ai travaillé avec plus de 80 entrepreneurs, en tout cas j'en ai accompagné 80 en moins d'un an. Le constat est de dire que peut-être 20% se sont renseignés, voire 10% se sont renseignés sur ces exonérations territoriales. Et tant mieux si du coup tu n'y as pas accès et que tu n'y as pas réfléchi. Ça veut dire qu'il s'est rien passé. Mais si par exemple, je vous donne un exemple, il me semble bien, je peux faire des erreurs, je suis pas non plus dieu de la fiscalité, mais je vous donne un exemple, la ZRR, il me semble qu'il n'y a pas la micro-entreprise. La micro-entreprise est exclue. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ZRR en France. Le souci, c'est que... Tu peux expliquer ce qu'est une ZRR ?
Alors, une ZRR, c'est un dispositif d'exonération d'impôts. Une ZRR, c'est un concept, c'est abstrait, hein, ZRR, zone de revitalisation rurale, ça s'appelle comme ça, on va continuer à appeler ça ZRR, c'est une zone, tout simplement. Certains endroits en France sont exonérés d'impôts. Et il y a plein d'exonérations qui existent. J'ai pris l'exemple d'une ZRR, mais il y a aussi la ZFA, zone franche d'activité, la ZFU, zone franche urbaine, et il y en a plein d'autres. Et en fait, par exemple, en ZRR, donc en zone de revitalisation rurale, la micro est exclue. Le régime de la micro-entreprise est exclu. Même si, normalement, tu payes moins d'impôts en micro-entreprise, tu ne vas logiquement pas choisir la micro-entreprise, ou du moins, tu vas bien réfléchir avant de choisir la micro-entreprise, si tu as droit à ce dispositif. Tu vas te renseigner sur le dispositif de la société, parce que être exonéré pendant 5 ans, c'est pas donné à tout le monde, exonéré d'impôts. Donc voilà, une ZRR, c'est simplement une zone, par exemple, rurale, où il y a des champs partout. C'est bien évidemment codifié, hein. Il y a des sites pour expliquer qu'est-ce qu'une ZRR ou pas. Et du coup, cette zone-là, il n'y a pas d'impôt, soit impôt sur les sociétés, soit impôt sur le revenu. Et voilà, tout simplement. Donc il faut bien réfléchir à ce que j'appelle moi une étude stratégique. Il y a une étude fiscale, une étude de chiffres, mais aussi une étude stratégique. Est-ce que la micro-entreprise c'est fait pour lui, même s'il paye pas beaucoup d'impôts, entre guillemets? Ça peut le freiner rapidement. D'accord. Bah écoute, Voilà. c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que avant même, en gros, de se lancer dans la création de son entreprise, c'est mieux de voir avec quelqu'un comme toi, de faire un échange plutôt avec quelqu'un comme toi, pour pouvoir être au courant en fait de tous les dispositifs et avantages fiscaux auxquels la personne peut avoir droit avant de se lancer. Tout à fait. En fait, il faut vraiment bien se renseigner, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne saisissent pas toutes les opportunités qui pourraient avoir, tout simplement par méconnaissance. Alors c'est pas grave, hein, je veux dire, il vaut mieux se lancer et gagner de l'argent que ne pas se lancer, attendre 1000 ans et ne pas vivre de son activité. Mais quand même, se renseigner un maximum, ça fait partie du travail d'entrepreneur, de se renseigner sur ces sujets-là. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les plus grosses opportunités d'une vie d'entrepreneur pour économiser de l'impôt, c'est pendant les 5 premières années de la création de son entreprise. Notamment parce que, il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour les exonérations. Alors évidemment, si vous habitez dans un endroit favorisé, je vais parler par exemple des villes, en général, des quartiers classiques de Monsieur Tout-le-Monde, il y a forte chance que vous n'ayez pas ça, mais renseignez-vous quand même. C'est quand même important. Parce que des fois, ça peut être sur des gros montants. Ok. Non, mais c'est super intéressant et c'est vrai. Je pense que par exemple, moi, j'habite dans le 93. Je me suis pas renseignée quand j'ai créé mon entreprise, mais ça se trouve, il y a des aides. Normalement, l'expert comptable a fait ce travail. Alors, malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que mon travail existe, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Moi, en tout cas, dans mes études de statut juridique pour les entrepreneurs, ou du moins mes diagnostics, pour les aider à faire le meilleur choix, en leur expliquant ces choses-là, ça passe toujours par un diagnostic de dispositif. Après, c'est ma méthode, et forcément, c'est parce que à force de travailler sur le sujet, je suis rodé, mais en tout cas, je vais faire un post bientôt sur cette méthodologie-là. D'ailleurs, je crois la semaine prochaine, j'ai prévu ça. Une petite méthodologie pour créer son entreprise. Alors, c'est pas adapté à tout le monde. Je veux dire, tu crées pas 18 entreprises par an. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir la bonne méthode quand tu le fais au moins une fois. Oui, non, mais c'est vrai que non, t'as raison et ça aidera beaucoup de personnes. Du coup, tu parlais de la micro tout à l'heure et tu disais que c'était pas toujours intéressant de commencer en micro. Bah moi, en tout cas, par exemple, pour mon cas, c'était clairement pas intéressant de commencer en micro en termes de plafond. Je dépassais les plafonds de la micro donc très vite. Donc du coup, j'ai commencé directement avec une URL. Est-ce que tu peux partager un petit peu les bonnes pratiques sur ce sujet? C'est un peu large comme question. Je vais essayer d'y répondre au mieux. En fait, quand je dis que la micro-entreprise n'est pas forcément le meilleur statut pour commencer, c'est que souvent, il y a toujours des a priori sur plein de choses en fiscalité. Je vous donne par exemple, on a parlé des dividendes. Dire que les dividendes, c'est le moins cher. Et en fait, la micro-entreprise, c'est la même chose. Parce que c'est le plus simple, on va dire, oui, c'est adapté à tout le monde. Encore une fois, c'est pas forcément le cas. Je donne un exemple, quelqu'un qui commence et qui a besoin d'investir énormément dans son entreprise, qui investit peut-être 80% de son chiffre d'affaires dans son entreprise pour, les besoins de l'entreprise. Il y a de fortes chances que pour cet entrepreneur, ça soit pas adapté, malgré que ça soit le plus simple, et que il ait besoin d'ouvrir son entreprise demain. Il y a plein de cas comme ça qui s'affichent, qui sont pas forcément intéressants. Ça peut être d'autres cas. Alors là, j'ai pas forcément en tête précisément tous les cas où la micro-entreprise n'est pas super intéressant. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la ZRR. La ZRR, qui est encore une fois une zone d'exonération. D'ailleurs, ça va changer là en 30 juin, mais je veux pas vous perdre, donc on va pas forcément aller dans le détail sur ces trucs-là. Ce point-là fait que, cette exonération exclut
inclus le régime des micro-entreprises. Si peux profiter d'un 100% exonération d'impôts pendant 5 ans, tu réfléchis à 2 fois avant d'aller dans le statut de la micro-entreprise. Donc c'est pareil, toi par exemple, tu dépasses les plafonds de la micro-entreprise de manière certaine. Eh ben, c'est plus ou moins stratégique de se dire ok, je vais commencer en micro. Bah non, pas forcément, parce que tu dépasses les statuts, tu dépasses les plafonds directement. Et encore une fois, c'est important de se poser sur cette question-là, parce que le cas de tout le monde est spécifique. Alors il y a toujours une grosse partie du gens qui font que c'est le cas un peu monsieur tout le monde, donc tu vas en micro parce que t'as pas beaucoup de charges, parce que si toutes les planètes sont alignées. Mais ça arrive que c'est pas le cas, et malheureusement ça arrive plus souvent que prévu. Non, mais c'est Voilà. intéressant. J'espère que ça a été plutôt clair. Oui, non, c'était vraiment bien, c'était intéressant, et puis c'est vrai, c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de parler des holdings? Oui, bien sûr. Tout le monde parle des holdings. Dans quel cas tu penses que ça peut être une bonne idée? Dans quel cas tu dis warning, surtout pour les entrepreneurs? Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner ton avis sur le sujet? Bien sûr. Alors, je vais être cash, c'est de dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui ont des holdings, qui créent des holdings pour rien. Vous allez peut-être un petit peu être choqués, mais en fait, c'est la pure réalité de se dire qu'en fait, les gens, souvent, vont directement penser à créer une nouvelle structure. Ils vont se dire, ok, moi j'ai besoin d'une holding parce que il faut une holding. Ok, très bien. Mais les gens ne savent pas qu'ils peuvent se servir de leur propre société pour faire une holding. Pour tout simplement avoir sa société et créer des sociétés en dessous, au lieu de simplement, par habitude, te créer une nouvelle société au-dessus. Et donc de faire la fameuse histoire d'apport de titres, etc. On va pas forcément rentrer dans le détail de ça, c'est assez technique. Mais voilà. Mais en fait, beaucoup de gens pareil, en fait, là, on rentre vraiment dans les mœurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de mœurs qui sont, habituelles. Les gens ne se mouillent pas vraiment. En fait, du moins, se basent sur la vie générale de, ok, il faut créer une holding et une SCI à l'IS parce que régime Murphy, etc. Mais souvent, il s'avère que c'est pas tout le temps super intéressant de le faire. Une holding s'adresse principalement aux entrepreneurs qui ont du cash, de l'argent, qui ont pas envie de forcément se rémunérer en perso de manière supplémentaire, qui ont envie de réinvestir cet argent. Et là, dans ce cas, ça peut être utile. Alors, il y a des cas où une holding peut directement être intéressante dès le départ. C'est-à-dire, directement, dès que t'entreprends, ça peut être intéressant. C'est assez rare, mais ça arrive sur ce sujet-là, donc il faut quand même se pencher. Donc là, ça demande encore plus d'analyse sur mesure que le simple statut. Déjà, sur une analyse sur mesure pour un statut juridique, c'est déjà important, mais vraiment sur le sujet de la holding, ça peut l'être encore plus parce que il y a de l'impôt derrière et ça peut monter assez rapidement. Tu as parlé tout à l'heure en off du régime Murphy. Le régime Murphy, c'est quelque chose aussi c'est le truc pour lequel les gens vont dire ok, c'est trop bien, je vais aller faire une holding. Mais en fait, ce qu'ils savent pas les gens, c'est que ça n'optimise pas ta rémunération. Si tu sors l'argent de ton groupe, de ta société et que tu te l'envoies à titre perso, il y a pas d'intérêt d'avoir une holding. Tu ne vas pas avoir une holding pour optimiser l'argent que tu vas récupérer dans ta poche. Tu vas avoir une holding en général pour justement réinvestir l'argent que ta société fait, mais parce que tu veux pas le faire passer par le perso. Parce que tu veux éviter les cotisations sociales et que tu veux éviter l'impôt sur le revenu. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est exactement ça. Pour ma part, je me posais un petit peu des questions et mon avocat fiscaliste m'a conseillé de faire une holding et d'utiliser le régime Murphy pour continuer à investir entre autres en immobilier. Alors moi je tenais à dire que le régime Murphy n'est pas le seul dispositif qui existe. Il y a le dispositif des prêts intragroupes, les conventions d'Omnium, qui sont des fabuleux moyens de se prêter de l'argent, qui ont du coup une fiscalité inférieure entre guillemets à celle des dividendes, parce que les dividendes, on le rappelle, c'est 1,25% d'impôt si tu remontes l'argent vers la FI. Donc sur 100 000 euros, ça fait à peu près, si je me trompe pas, entre 750 et 1200 euros. J'ai pas le montant exact, mais par exemple, en passant avec le prêt, la fiscalité est différente. Et peut-être des fois intéressante parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent, il y a que des prêts, ok. Et il y a aussi également un point important qui sont les management fees, les prestations de services intra-groupe, qui sont des dispositifs ou du moins des solutions qu'on peut utiliser dans des cas très précis. Encore une fois, hein, je vais pas dans le détail, hein, vous avez compris, mais qui peuvent être utilisés pour justement changer un petit peu du schéma classique des dividendes, tout simplement, avec le régime Murphy. Ok, écoute, c'était super riche. Je suis super contente d'avoir pu échanger avec toi.
toi. Quand on t'entend parler, on se rend compte, surtout quand on est entrepreneur, que ouais, il faut creuser vraiment ce sujet de fiscalité. Et la fiscalité, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour des gens comme moi, c'est-à-dire qui s'intéressent à la fiscalité du particulier très simple. Mais il y a des gens aussi il y en a aussi pour des gens comme toi qui vont vraiment dans des éléments hyper techniques, pas mal de gestion à la fois du perso, à la fois du pro et à la fois même des montages fiscaux un peu plus complexes. Pour le coup, tu vois, moi, mon avocat fiscaliste ne m'avait parlé que du régime Murphy et avec toi, je me rends compte qu'il y en a d'autres. Il y a potentiellement d'autres choses. Donc, je me dis, bon, bah, pourquoi pas réfléchir et creuser encore. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Léo? Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Après, j'ai un TikTok aussi, mais le TikTok, c'est juste alimenté par les trucs d'Insta. En fait, c'est juste que je republie tout simplement les trucs d'Insta. Et voilà, vous aussi, si vous êtes entrepreneur du moins, ou que vous avez envie de devenir entrepreneur, sachez que la fiscalité fait partie de ces trucs qu'il faut connaître en tant qu'entrepreneur. C'est comme quand vous voulez voilà, créer une entreprise et que vous ne savez pas vendre un produit, c'est important de se former sur ça. Alors, il y a un moment où vous allez avoir la problématique d'augmenter sans cesse votre chiffre d'affaires, donc je comprends totalement. Par contre, faites attention de pas trop l'absorber par les impôts qui arrivent derrière si rien n'est fait en termes de stratégie. Ok, et comment accompagnes-tu les entrepreneurs? J'accompagne les entrepreneurs sur plusieurs sujets, encore une fois. Alors, je fais de la holding, mais principalement, aujourd'hui, ce que je veux que vous retenez, c'est que j'accompagne les entrepreneurs sur le choix du statut juridique. Alors, moi, mon objectif aujourd'hui, il est de faire des diagnostics, ok? Qu'est-ce qu'un diagnostic? C'est une étude précise du sujet en prenant en compte le cas de la personne et en lui donnant toutes les possibilités dont il peut profiter pour ça. Mais bien sûr, en lui renseignant bah voilà, telle possibilité combien ça coûte, telle possibilité combien ça coûte, avec les différents choix de protection sociale, parce que forcément, qui dit statut juridique dit protection sociale, vous n'avez pas la même protection sociale en micro-entreprise que en EURL ou que encore en SASU. Donc il faut aussi se pencher sur ce point-là parce que c'est important en termes de retraite, en termes de pas mal de choses. Et donc voilà, j'aide les entrepreneurs sur ça. Il y a un deuxième pilier aussi sur lequel j'aime beaucoup agir, forcément, c'est faire comprendre à l'entrepreneur que ces sujets-là sont accessibles. Alors évidemment, si on passe sa vie sur Google pour comprendre les trucs tout seul, c'est quasiment impossible. Je vous dis les termes, c'est facile de lire un article, par contre de le comprendre et d'avoir le recul nécessaire pour l'analyser, c'est différent. Et moi justement, en montrant à l'entrepreneur ces différentes solutions-là, qui lui permettront de faire le meilleur choix adapté à lui, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont faire le choix stratégique, d'autres qui vont faire le choix le moins cher. Beaucoup font le moins cher, je dis les termes, parce que personne ne veut payer de l'impôt en France. Mais ce qui est normal, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je veux vraiment que l'entrepreneur comprenne et qui, entre guillemets, ait envie aussi de se responsabiliser de cette, de cette responsabilité du choix de sa fiscalité. Aujourd'hui, très peu d'entrepreneurs peuvent me dire, en tout cas ceux qui n'ont pas bossé avec moi, pourquoi ils sont dans tel statut. Ils vont me dire, parce que mon expert comptable m'a conseillé A, parce que un tel m'a dit ça. Ou le pire, c'est, mon pote, il a fait comme ça, donc j'ai fait comme lui. Ensuite, je fais aussi des diagnostics de rémunération. Pareil, aujourd'hui, toi, Vanessa, je vais prendre ton cas, tu es en URL. Je sais pas si tu as une idée. Alors, tu m'avais dit que tu n'avais jamais entendu parler des dividendes, donc c'est J'avais entendu parler des dividendes. Par exemple, moi, le choix de mon statut, par exemple, j'avais fait une simulation sur l'URSSAF. Je m'étais renseignée un petit peu sur différents sites. Et en fait, après, j'avais fait le choix de l'EURL en me versant un salaire. Et après, quand j'ai fait le point avec mon avocat fiscaliste et qu'il a réanalysé à la fois mon chiffre d'affaires, à la fois la manière dont je me rémunère, il m'a dit que j'avais fait le meilleur des chois. Donc après, dans ce cas-là, c'est parfait. Avec le recul, oui, non, mais après, j'aurais pu, d'ailleurs, quand on avait échangé, j'aurais pu changer. Tu vois, ma boîte, elle est pas si vieille que ça, et il y a un coût, certes, mais si on me dit oui, t'as fait le mauvais choix de statut d'entreprise, bon bah, tu payes le coût et tu changes les statuts, tout simplement, tu vois. Mais à l'époque, j'avais comparé, j'avais fait des simulations entre la SASU et l'EURL. Parce que c'est des entreprises où j'ai pas d'associés, je suis toute seule et c'est assez simple. Juste en termes de chiffre d'affaires, je dépassais les plafonds pour une micro, donc tu vois, j'ai pas pris en compte d'autres éléments et les dividendes. Alors, je voyais pas l'intérêt de me payer en fin d'année et l'histoire de je préférais payer des impôts, des charges, préparer un peu ma retraite, tous ces trucs-là. Moi, je dirais juste un point, c'est que même si tu dépasses les plafonds, la micro-entreprise peut être extrêmement intéressante. Alors bien sûr, à long terme, il faudra y réfléchir à l'impact d'un changement. Mais il faut savoir que la micro-entreprise laisse 2 ans avant l'entrepreneur, même s'il dépasse... Un entrepreneur en micro peut faire 300 000 euros
pendant 2 ans sans être inquiété. Alors du coup, après, ils seront obligés de changer. Mais ça peut générer de sérieuses économies fiscales dans certains cas. Et c'est pas parce que vous dépassez les plafonds qu'il faut pas étudier le cas. Ok, c'est important de pas avoir d'a priori, mais c'est difficile de savoir quels sont les a priori qu'on connaît pas. Mais c'est pour ça que moi, mon travail justement, il est de dire j'ai pas d'a priori, je fais la même étude pour tout le monde, même si tu me dis que tu veux pas la micro, moi je l'étudie quand même parce que c'est important. Et comme ça, au moins, tu sais que même si tu la voulais pas, c'est potentiellement quelque chose qui ne te convenait pas déjà à la base. Mais au moins on le sait. Voilà. Écoute, merci beaucoup Léo pour ta présence. J'ai beaucoup apprécié enregistrer cet épisode de podcast. J'espère que les abonnés qui se sentiront concernés vont venir te contacter. Au plaisir. Eh ben oui, au plaisir. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir écouté, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir renseigner un petit peu les gens sur la fiscalité, parce qu'en fait, moi, c'est une passion de le faire. J'espère avoir été plutôt clair et de pas avoir été trop technique dans ce que je disais. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux retrouver Léo, les informations pour le contacter seront visibles directement dans la description de cet épisode. Pour ma part, sache que toutes les semaines, je partage avec ma communauté des informations pour les aider à améliorer leur gestion financière. Si tu as envie d'améliorer tes compétences en matière de gestion financière, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Elle est gratuite. Les informations seront visibles dans la description. Et à mardi prochain. Bisous bisous.